Un jour, j'ai eu la plus grande chance du monde en tenant entre mes mains un magazine qui parlait de la vie de Léonard de Vinci. Léonard, à l'époque de la Renaissance, il y a environ 500 ans, affirmait que l'art et la science pouvaient marcher main dans la main. En lisant cette citation, une nouvelle fenêtre sur le monde s'est ouverte pour moi. Cette fenêtre, je voulais passer ma vie à l'explorer. Aujourd'hui, on va aller ensemble à la limite de l'industrie automobile, la dernière frontière, la planète mystérieuse et lointaine d'où nous viennent les créations les plus insensées que cette industrie si riche qui nous passionne tous a à nous proposer. À l'opposé total de ce que l'on voit dans nos rues, dans nos garages ou sur nos écrans, aujourd'hui on part au bout du monde en termes d'accomplissement technique et artistique appliqué à l'objet simple et quotidien qu'on appelle la voiture. Et pour atteindre cette limite, il faut que je commence par vous emmener en voyage, un voyage qui nous conduit littéralement au bout du monde. Pour commencer, on va se rendre en Argentine. Il y a des pays qui résonnent avec l'histoire de l'automobile. Notre vieille Europe d'abord qui l'a inventée, la France qui l'a popularisée, l'Angleterre qui l'a anoblie, l'Allemagne qui l'a perfectionnée et l'Italie bien sûr qui lui a donné une âme. Hors Europe, on peut citer le Japon qui l'a standardisé ou les États-Unis d'Amérique qui ont carrément bâti leur société tout entière autour de l'automobile. Mais pour l'Argentine, rien, pas vraiment de lien. Ce pays d'Amérique du Sud est mondialement célèbre pour sa culture, la beauté de ses paysages, pour le tango ou pour avoir apporté au monde certains des plus grands joueurs de football de l'histoire de ce sport, dont un qui est devenu un demi-dieu là-bas et un autre qui détient pour longtemps le record du nombre de ballons d'or, la plus haute récompense individuelle du foot. En revanche, l'Argentine n'est pas une nation spécialement connue pour l'importance de son industrie automobile, mais elle a le don pour créer des icônes, et dans notre domaine, la première d'entre elles dont il faut que je vous parle pour planter le décor de notre histoire, c'est celui qu'on appelle sobrement le plus grand pilote de tous les temps, ou tout simplement le maestro, Juan Manuel Fangio. Si vous ne connaissez pas Fangio, retenez ces quelques infos simples. Il est né le 24 juin 1911 dans un village en Argentine, et il a marqué la course automobile en devenant un des pilotes les plus légendaires de l'histoire de la discipline, le seul encore aujourd'hui à être devenu champion du monde de Formule 1 dans 4 écuries différentes. Pas mal pour un mec qui a passé son permis de conduire à 50 ans. Notre cher Juan Manuel Fangio n'a pas commencé par la voie traditionnelle des pilotes européens de son époque, mais il s'est construit dans l'adversité, en pilotant sur les routes infernales des Mil Millas Argentinas et des Grandes Carreteras, des courses d'endurance légendaires en Amérique du Sud. Son triomphe dans les années 40 sur ces épreuves marquées par des dangers extrêmes ont prouvé qu'il était un pilote hors du commun, le premier vraiment capable de repousser les limites du lien entre l'homme et la machine. En 1947, Fangio quitte son Argentine natale pour l'Europe, où il est accueilli comme une force brute du sport automobile, un prodige venu des contrées lointaines. Il rejoint les circuits européens à un moment où la discipline était vraiment une arène de gladiateurs modernes, marquée par la violence des accidents et la brutalité des conditions. Une époque où on atteint déjà des vitesses folles, mais où la fiabilité est faible, les règles sont rudimentaires, la sécurité quasi inexistante. Et pourtant Fangio, avec une grâce et une maîtrise étonnantes, s'est rapidement imposé comme un compétiteur redoutable. Le vrai couronnement du maestro a lieu avec l'arrivée du championnat du monde de Formule 1 en 1950. Pendant cette décennie marquée par l'évolution des technologies automobiles, il pilote pour les équipes prestigieuses que sont Alfa Romeo, Maserati, Ferrari et Mercedes, prouvant ainsi à tous ses concurrents son adaptabilité exceptionnelle. Le talent de Fangio transcendait le simple pilotage des machines. C'était un des premiers pilotes à s'intéresser à tout et à comprendre au moins aussi bien que ses ingénieurs. Il était capable de sentir chaque nuance d'un moteur, de prédire chaque réaction d'un châssis, comme s'il fusionnait avec la voiture elle-même. En 1951, il remporte son premier titre mondial avec Alfa Romeo, entamant une série de victoires qui le placeront au sommet de la hiérarchie du sport, et c'était que le début. Il dominera ensuite avec Maserati, Ferrari et surtout Mercedes, avec laquelle il signera certaines des courses les plus légendaires de l'histoire. Entre 1954 et 1957, il remporte 4 titres consécutifs, totalisant 5 couronnes mondiales en 7 ans, un record qui tiendra plus de 45 ans et qui sera battu par mon pilote préféré, le Baron Rouge, Michael Schumacher. Fangio prend sa retraite en 1958 après avoir prouvé qu'il était l'homme à battre et être devenu une légende de la course, un modèle pour toutes les générations futures de pilotes et une icône du sport. Mais vous l'avez compris, Fangio c'est pas le vrai sujet de notre vidéo. Malgré tout, il fallait que je prenne le temps de vous le présenter pour vous planter le contexte et vous décrire rapidement l'envergure de ce personnage, puisqu'il a eu une grande influence dans la vie de notre sujet d'aujourd'hui, monsieur Horacio Pagani. Depuis sa plus tendre enfance en Argentine, le jeune Horacio a attrapé le virus de la passion automobile, comme beaucoup d'entre nous, en commençant par lire des magazines, puis en collectionnant des voitures miniatures, sauf que lui ne s'est pas arrêté là et il a commencé à fabriquer des petites voitures en bois à l'âge de 12 ans, puis sa propre moto, puis des buggy et même sa propre monoplace à seulement 17 ans. Une monoplace qu'il arrivera à faire sponsoriser par Renault en Argentine pour participer à des épreuves du championnat local après avoir convaincu un des dirigeants de la marque de lui fournir un moteur. Vous allez voir, il est bon pour persuader les gens de lui fournir des moteurs. Il aime construire, il aime piloter, mais au fond de lui, il le sait. Pour suivre la citation de Léonard de Vinci qu'il a marqué et mêlé vraiment l'art et la science, il faut qu'il invente ses propres voitures de A à Z et il commence à nourrir le rêve de devenir
designer automobile. En 1975, il intègre l'université de Rosario pour étudier l'ingénierie mécanique, sauf que notre Pagani adolescent, il a déjà lu tout ce qu'il pouvait sur les voitures, alors il a l'impression que l'université ne lui apprend rien. Frustré par son niveau de connaissance et sa facilité d'apprentissage, il décide d'abandonner ses études et se lance en tant que designer indépendant à 22 ans. Un jour, il gagne un concours de design pour l'intérieur d'une caravane dont le prix est remis par Oreste Berta, un designer argentin qui a conçu plusieurs voitures de sport pour différentes catégories, et c'est ce monsieur Berta qui va mettre Horacio en contact avec le maestro Juan Manuel Fangio. Grâce à la passion automobile, Horacio crée vite un lien avec Fangio qui décide de l'aider à accomplir son rêve de bosser dans l'industrie pour créer les meilleures voitures du monde et va lui écrire plusieurs lettres de recommandation pour travailler chez Ferrari, Lamborghini, Alfa Romeo ou De Tomaso. L'une de ces lettres disait « J'ai le plaisir de vous présenter le jeune monsieur Horacio Pagani, designer et constructeur désireux de progresser ici, que je me permets de recommander. Je serais ravi qu'on lui accorde un coup de main et je vous remercie d'avance pour ce que vous pourrez faire en sa faveur. » Quand c'est le grand Fangio en personne qui vous écrit une lettre de recommandation, ça marche. Chez Ferrari, c'est Pininfarina qui dessine les voitures à cette époque-là, donc c'est plutôt bouché de ce côté, mais une entreprise encore très artisanale va lui donner sa chance, ce sera Lamborghini. Horacio sait qu'il a une opportunité à saisir et il va décider de quitter son pays et s'envoler pour l'Italie. Il arrive là-bas à 25 ans avec sa femme, qui à l'époque a 19 ans, sans que ni l'un ni l'autre ne sache parler italien. Le problème avec Lamborghini, c'est qu'au moment où il arrive, le projet sur lequel il devait travailler a sauté, donc ils n'ont plus de travail pour lui. Pas de problème pour notre Argentin, qui dira à son boss de l'époque « Faites-moi passer le balai si vous voulez, mais souvenez-vous que je viens pour dessiner les plus belles voitures du monde. » Horacio commence finalement comme ouvrier sur la chaîne, puis arrive à prouver sa détermination et entre dans l'équipe des ingénieurs, avant de devenir responsable du tout petit département que la marque vient de créer, le département des matériaux composites. Horacio Pagani est passionné par les matériaux composites, en particulier la fibre de carbone, dont il a compris l'intérêt bien avant tout le monde autour de lui dans l'industrie. Alors maintenant, ça paraît normal parce que c'est super répandu, mais à l'époque, c'était pas du tout le cas. Le premier avantage de la fibre de carbone, c'est que c'est un matériau super léger, et pour le sport automobile, avoir une voiture légère, c'est un avantage énorme. Mais en plus d'être très léger, c'est surtout ultra résistant et rigide. Ça veut dire qu'une voiture dont le châssis sera en fibre de carbone, même si elle est très légère, elle peut encaisser des coups sans se déformer et avoir une excellente tenue de route, ce qui est quand même un avantage énorme. Mais pour le design, l'avantage essentiel du carbone, c'est surtout que c'est un peu comme de la pâte à modeler pour les ingénieurs et les designers, puisqu'on peut lui donner n'importe quelle forme complexe, contrairement à d'autres matériaux. C'est pour ça que dès les années 80, Horacio est convaincu que c'est le matériau du futur, qu'il faut l'utiliser autant que possible, et il va essayer de vendre l'idée à son grand patron de l'époque, Ferruccio Lamborghini. À une époque où beaucoup pensent qu'une voiture de sport se fabrique forcément avec des feuilles d'aluminium montées sur un châssis tubulaire et que ce sera toujours le cas, Horacio va créer chez Lamborghini la Countach Evolution, la première voiture avec un châssis et une carrosserie entièrement en Kevlar et en fibre de carbone pour prouver les bienfaits des matériaux composites. Et pour le coup, son test s'avère concluant. Sa version de la Countach pèse moins d'une tonne, presque 500 kg de moins que la Countach traditionnelle, et bat le record de vitesse sur le circuit de Nardo en grappant à 330 km/h. Impressionnant, mais pas assez à l'époque pour convaincre l'état-major de Lamborghini d'acheter un four autoclave, une énorme cocotte minute qui permet de cuire les matériaux composites et qui aurait permis à la marque de devenir indépendante sur ce secteur. Il faut dire que Horacio a commis une erreur. Il a réussi à cuire les pièces de la Countach Evolution dans un four normal, et ses supérieurs ne voient donc pas l'intérêt de dépenser une fortune pour cette technologie encore toute jeune. Son supérieur direct lui dira même « Pourquoi devrions-nous acheter un autoclave si Ferrari n'en possède pas ?» À ce moment-là, Pagani sait qu'il est bloqué et il décide de s'endetter personnellement pour acheter son propre four. Il essaye de le faire installer chez Lamborghini, mais sa proposition est refusée, et c'est là qu'il entre en conflit avec son top management qui décide de le renvoyer. Là, j'ai été surpris en faisant mes recherches. Selon les interviews ou les récits, il a été viré ou il a décidé lui-même de partir. Ça dépend de la version, c'est un peu une histoire classique de « c'est pas toi qui me quitte, c'est moi qui m'en vais ». Horacio fonde donc en 1988 Pagani Composite Research et collabore quand même avec Lamborghini sur plusieurs projets dont la Diablo, mais aussi avec Aprilia pour des motos ou même la Scuderia Ferrari. À ce moment-là, son expertise est mondialement reconnue pour les pièces de haute précision, à tel point que si t'as besoin de pièces en carbone, il faut aller chez lui ou à la NASA. Mais faire des pièces pour les autres, finalement, c'est pas son rêve d'enfant. Et là, notre cher Horacio, il va décider de faire le pire truc du monde. Niveau difficulté, c'est vraiment level 1000. Créer sa propre entreprise en tant que constructeur automobile. Alors déjà, créer une entreprise, c'est quelque chose qui fait peur, qui demande du courage, beaucoup de travail et qui représente potentiellement plein de galères. Moi, je peux en témoigner à mon petit niveau. Comme vous le savez, j'ai créé une entreprise pour vendre mes affiches automobiles. Et si j'ai pu me lancer, c'est grâce au fait qu'aujourd'hui, on a des outils qui nous facilitent la tâche à mort, comme Shopify, le sponsor de cette vidéo. Shopify, c'est la plateforme de commerce qui transforme tes idées, ton hobby ou ta passion en entreprise florissante, peu importe ton niveau de compétence dans le numérique. Si jamais comme moi tu démarres et que t'as pas envie de perdre de temps avec tous les détails techniques compliqués à comprendre et à gérer, Shopify est fait pour te faciliter la vie et créer ta boutique en ligne de manière simple et vraiment intuitive. En plus, Shopify te donne les outils marketing qui t'aideront à promouvoir tes produits efficacement et surtout la possibilité de suivre toutes tes opérations grâce à un back-office qui centralise tout ce dont tu as besoin. Moi par exemple, j'ai le récapitulatif des commandes en cours, je vois directement celles qui sont à traiter pour envoyer
envoyer au plus vite mes affiches chez les passionnés qui ont commandé. L'un des points forts de Shopify, c'est sa capacité à connecter ta boutique avec tes réseaux sociaux. Ça te permet de toucher un public plus large et de maximiser tes ventes. Voilà, perso, quand j'ai lancé ma boutique, j'étais un peu perdu avec toutes les options qui s'offraient à moi, mais grâce à Shopify, j'ai pu configurer tout ça super vite et commencer à vendre sans attendre. Alors si toi aussi t'y penses depuis un moment, que tu veux faire le grand saut et transformer ta passion en entreprise, bah c'est parti, passe à l'action et essaye gratuitement Shopify grâce à mon lien shopify.fr/ledesignerauto. Et au passage, n'oublie pas de jeter un œil à ma boutique pour découvrir mes affiches automobiles et voir comment Shopify m'a permis d'intégrer tout ça. Bon, après moi j'ai choisi de faire vivre la passion automobile avec mes affiches, mais notre Horacio, lui, il a choisi de faire directement des voitures et pas n'importe lesquelles. En 1999, au salon de Genève, Pagani présente la Zonda C12, son tout premier chef-d'œuvre. Horacio avait prévu de l'appeler Pagani Fangio F1 en hommage à son ami pilote, mais le maestro est décédé quelques années plus tôt et ce sera donc Zonda, le nom d'un vent qui souffle dans la cordillère des Andes, d'où les deux amis sont originaires. Et pour le coup, la Pagani Zonda, si vous la connaissez, elle vous a forcément marqué. On aime ou on n'aime pas, mais c'est une véritable œuvre d'art sur roue où chaque détail paraît être littéralement sculpté par le vent lui-même. Pagani l'a imaginé en suivant la phrase de Léonard de Vinci pour être la fusion parfaite entre l'art et la science, la vitesse et l'élégance, ce qui fait de la Zonda une ode au mouvement. Son design est assez novateur pour l'époque et est modelé avec une précision obsédante par Horacio Pagani qui en a rêvé depuis des années, avec des lignes qui parcourent tout le long de la carrosserie et des détails subtils qui lui donnent du caractère, comme son petit museau à l'avant et ses feux verticaux en amande si iconiques. D'ailleurs, en découvrant certains dessins qu'il a fait quand il était encore chez Lamborghini pour un projet censé célébrer les 30 ans de la marque, je me suis dit qu'il avait vraiment le design de la Zonda en tête depuis très longtemps. On reconnaît tout de suite la cabine très avancée et cet arrière très long qui permet de loger le gros moteur V12 qu'il a réussi à acheter à Mercedes en les persuadant que ce serait pour la bonne cause. Cabine d'ailleurs qui en vue de dessus a cette forme de goutte très aérodynamique rendue possible par la fibre de carbone, le matériau préféré d'Horacio qui permet à la Zonda d'être la première véritable hypercar avec une rigidité, une tenue de route et des performances dignes des meilleures marques. Pas mal pour la toute première voiture qui porte sa signature. Horacio annonce directement la couleur à ses prises de parole lors de la présentation du modèle. En mariant l'art et la science, nous essayons de créer une automobile générant suffisamment d'émotions afin de convaincre un client de dépenser beaucoup d'argent pour s'offrir une voiture fondamentalement inutile. Et oui, c'est ça qui est dingue chez ce constructeur, c'est qu'il ne cherche pas la performance absolue ou les records de vitesse et d'accélération, contrairement à tous les autres. Il sait que ces hypercars sont réservés à des privilégiés qui peuvent déjà tout s'offrir, et lui, sa mission, c'est de procurer des émotions. Une quête qu'il poursuivra avec son deuxième chef-d'œuvre, la Huayra, le second modèle de la marque qui donne une évolution à la Zonda dont la carrière a été incroyablement longue et dont les séries spéciales se sont succédées jusqu'en 2024. Zonda C12 déclinée en 7 litres, 7 litres 3, puis Zonda F pour rendre hommage à Fangio, Zonda F Roadster, Zonda R, Zonda Cinque, produite en 5 exemplaires en coupé et 5 en roadster, Zonda Tricolore, Zonda HP pour fêter les 60 ans de son créateur Horacio Pagani, la PS, la Absolute, la Uno, la Revo, la Attack, la Harry Vederci et plein d'autres qui portent les initiales de leurs propriétaires, comme la Zonda 760 LH pour Lewis Hamilton en personne. Le développement de la Zonda ayant commencé dans les années 90, la Huayra amène un vent de fraîcheur bien mérité et remonte encore le curseur de ce que doit être la plus haute expression de la beauté et de la technologie dans le secteur automobile. Avec son 0 à 300 km/h atteint en moins de 20 secondes grâce à son V12 de chez Mercedes AMG, la deuxième merveille de Horacio Pagani est incroyablement performante et c'est aussi dû à une particularité de design qui en fait une voiture unique et vraiment vivante. Elle a été conçue comme une aile d'avion qui change son angle d'incidence en utilisant des volets. Pas avec un simple aileron déployable pour diminuer la traînée ou augmenter la puissance de freinage comme font toutes les voitures normales, mais avec 4 profils mobiles qui ont été montés sur le capot avant et à l'extrémité du haillon. Une unité de contrôle ajuste l'angle de ces petites pièces en fonction de la vitesse, de l'accélération et de l'angle de braquage pour coller la voiture au sol, ce qui nous donne une Huayra dont la forme est en constante évolution pour garantir un appui aérodynamique maximal à tout moment et une friction avec l'air réduite au minimum en fonction du besoin. Ça tombe bien puisque comme je vous l'ai dit, la Zonda porte le nom d'un vent qui souffle en Argentine, mais la Huayra, elle tire son appellation de Huayra Tata, qui est carrément le dieu du vent dans la langue quechua. Littéralement, ça veut dire le père du vent. Et appeler ce modèle comme ça, c'est très cohérent. Évidemment, le deuxième chef-d'œuvre d'Horacio Pagani a lui aussi été décliné en plein de versions, toutes plus extrêmes et uniques les unes que les autres. Et en 2022, Pagani a lancé son troisième modèle, la Pagani Utopia. La Utopia, elle a pas un nom en rapport avec le vent, mais c'est une version encore plus poussée de ses prédécesseurs, dont elle garde les grands éléments de style, mais qui joue un peu plus la carte de la fluidité et de la pureté. Les flaps, les extracteurs d'air, l'aileron mobile, le fond plat, le diffuseur et tous les éléments aérodynamiques de la voiture ont été intégrés de manière plus subtile à la carrosserie pour éviter d'avoir des appendices trop visibles qui viendraient casser
casser l'harmonie globale de la silhouette. Les feux avant verticaux en forme d'amande sont désormais reliés et vitrés pour améliorer l'aéro. Les bas de caisse latéraux sont creusés pour favoriser la circulation de l'air et l'arrière de la voiture adopte maintenant une forme ovale qui cercle les 4 sorties d'échappement pour intégrer les flaps aéro comme je vous l'ai dit et surtout rappeler l'esthétique du logo de Pagani. Que ce soit avec les Honda, Huayra ou la toute dernière Utopia, Pagani a un style vraiment marquant qui ne laisse personne indifférent et même si les différentes générations ont parcouru plusieurs décennies, on retrouve des éléments similaires sur chaque voiture qui constituent l'identité forte des Pagani. D'abord, on a les doubles optiques à l'avant en forme d'amande disposées de manière verticale qui donnent cette impression de fluidité en vue de face. C'est un trait très identifiable de la marque et c'est très cohérent avec le nom des voitures et l'imaginaire du vent puisqu'on imagine bien l'air se séparer et parcourir les optiques de chaque côté sans être retenu ou freiné. En vue de profil, c'est bien sûr la cabine très avancée qui est un code fort des voitures de course d'endurance des années 80 et qui est devenu un élément récurrent chez les hypercars, mais pour le coup chez Pagani c'est vraiment mis en valeur et pareil, ça amène une fluidité dans le dessin qui colle parfaitement avec l'esprit du vent. Ajoutez à ça les ouvrants type clamshell qui sont eux aussi un code très présent dans le domaine des voitures de sport depuis les années 50 et vous avez une preuve, si vous le souhaitiez, que l'ADN de la voiture c'est la sportivité. À l'arrière bien sûr, vous n'avez pas pu le louper, l'élément visuel fort c'est le positionnement et le design des 4 sorties d'échappement qui sont relevées et disposées en carré, un trait de style facilement identifiable qu'on retrouve sur tous les modèles de la marque, sauf sur la Zonda PS, un modèle unique basé sur la Zonda F qui est différente des autres puisque les pots d'échappement ne sont pas disposés en carré mais forment une ligne qui est quand même intégrée dans un ovale qui rappelle le logo Pagani. Alors qu'à l'extérieur, Horacio nous a inventé un style vraiment novateur qu'on ne retrouve nulle part ailleurs, à l'intérieur c'est encore plus déroutant. Le design des Pagani ne ressemble à rien de ce qui existe dans toute l'industrie automobile. Chaque habitacle de Pagani est une œuvre d'art mécanique où le moindre élément semble venir d'une époque alternative dans laquelle on fusionne à la fois une esthétique futuriste avec un amour pour les détails minutieux et la mécanique apparente. Et j'ai parfois même l'impression qu'on est à la frontière du style steampunk, un courant artistique qui serait un peu comme un mélange entre la science-fiction et le style de l'époque victorienne, quand tout fonctionnait à la vapeur. En gros, c'est un monde où au lieu d'avoir des smartphones et des ordinateurs, on a des machines hyper complexes avec des engrenages visibles, des tuyaux en cuivre et des leviers manuels en laiton. Dans une Pagani, chaque bouton est une petite sculpture forgée dans des matériaux nobles comme l'aluminium brossé, le cuir travaillé à la main et bien sûr la fibre de carbone. Tout cela est très bien fini et assemblé avec une précision supérieure à tous les concurrents, mais surtout conçu comme une salle des machines de luxe où le pilote devient un commandant de bord. Tout ça est fait pour créer un espace vivant qui respire le luxe artisanal et la fascination pour la mécanique brute. Contrairement au reste de l'industrie qui privilégie souvent des intérieurs aux lignes fluides et simplifiées, Pagani célèbre l'excès de détails pour encore une fois proposer à ses clients une expérience de conduite qu'ils sont certains de n'avoir jamais vue auparavant. D'ailleurs, acheter une Pagani, c'est un véritable parcours d'obstacles bien au-delà de l'aspect financier. En moyenne, Pagani ne fabrique que quelques dizaines de voitures par an et comme je vous le disais, chacune est produite avec une minutie artisanale où chaque pièce est conçue, ajustée et finie à la main. Imaginez un peu que Bugatti a produit plus de Chiron ces dernières années que Pagani a produit de voitures dans toute son histoire et qu'il faut souvent attendre plusieurs années avant qu'une voiture commandée ne soit livrée à son propriétaire. La liste d'attente est longue car la demande dépasse largement l'offre et cette rareté n'est pas due à une simple stratégie de marketing comme pourraient faire d'autres marques, mais à l'engagement d'Horacio Pagani pour conserver un contrôle rigoureux sur la qualité et l'authenticité de chacune de ses créations. Un autre aspect de l'exclusivité est que Pagani choisit ses clients. La marque souhaite que ses voitures soient possédées par des passionnés qui comprennent et respectent sa philosophie. Posséder une Pagani, c'est intégrer une sorte de cercle très restreint, presque comme une famille de vrais connaisseurs de l'automobile. La marque souhaite que chaque acheteur partage sa vision et ses valeurs au-delà de l'aspect matériel du véhicule. D'ailleurs, il n'est pas rare que Horacio Pagani lui-même prenne le temps d'échanger directement avec ses futurs clients pour s'assurer de leur engagement envers la marque et son héritage. Horacio Pagani a d'ailleurs fait savoir qu'en accord avec ses clients, il contribuera à faire des voitures comme il les aime le plus longtemps possible avec leur moteur V12 biturbo. Personne n'est intéressé par les hybrides. J'ai des hybrides dans ma collection personnelle comme une Porsche 918, mais quand je veux sortir en Porsche, je prends ma 911 R ou ma Carrera GT. Si vous posez la question à mes clients, ils vous diront que l'hybridation est extraordinaire puisqu'elle allie tous les problèmes d'une voiture électrique et tous les désavantages d'une voiture à combustion, avec des coûts de développement et d'entretien bien plus élevés. Le V12 de notre Utopia répond aux normes d'homologation jusqu'à 2031, donc je peux vous dire que jusqu'à cette date au moins, il y aura un V12 dans les Pagani. En résumé, acheter une Pagani, c'est pas juste une transaction financière, c'est une quête qui requiert non seulement un investissement financier, mais aussi une patience et un respect profond pour l'art de l'automobile. Chaque étape, de la liste d'attente à la personnalisation, est un rite de passage pour rejoindre un univers d'exclusivité, de raffinement et de perfection, où toutes les voitures racontent l'histoire de ceux qui ont su en gagner le
le privilège. J'aurais pu vous parler uniquement de la marque, mais j'ai choisi de vous raconter Pagani sous l'angle de son créateur, qui a su affronter tous les obstacles en face de lui pour transformer son rêve en réalité, et qui malgré la diffusion confidentielle de ses modèles, a eu un impact énorme sur l'industrie automobile de luxe. Il était précurseur sur les matériaux composites, en particulier la fibre de carbone qui est aujourd'hui utilisée dans toute l'industrie, que ce soit chez ses concurrents directs ou même chez les marques un peu plus grand public. Il a été le premier à vendre une voiture sans peinture avec la fibre de carbone apparente, ce qui était un pari à l'époque mais qui est aujourd'hui devenu quelque chose de tout à fait normal pour pas mal d'hypercars. Il a mis au centre de la fabrication de ses voitures la notion de personnalisation poussée à l'extrême pour que chaque modèle corresponde parfaitement au client, et alors que personne ne le faisait à ce niveau-là, aujourd'hui c'est vraiment devenu un standard de l'industrie. Au final, ses créations sont le pur fruit de son imagination et célèbrent une automobile comme on n'en fait plus. Alors profitons-en tant qu'on peut observer cette marque à part qui disparaîtra certainement avec son créateur. Si vous avez suivi la vidéo jusqu'ici, c'est sûrement que vous aussi vous êtes un vrai passionné d'automobile. Et peut-être que comme moi, vous sentez que cette passion, cette étincelle qui nous unit, elle est de plus en plus menacée. Petit à petit, certains tentent de la faire disparaître pour tout simplement nous empêcher de la vivre. On avance vers un futur où le ronronnement d'un moteur thermique ou la courbe élégante d'une carrosserie emblématique ne sont que des échos d'un passé qui n'existe plus. Un monde où la passion automobile n'est qu'une note en bas de page de l'histoire, mais plus j'échange avec vous grâce à cette chaîne, plus je réalise que c'est un avenir que nous ne pouvons pas accepter. Et c'est pour ça que j'ai créé Appel de phare, mon site sur lequel vous pourrez retrouver une collection d'affiches qui rend hommage à certaines des plus belles voitures de l'histoire, dessinées à la main puis à la tablette numérique. Toutes les affiches sont imprimées sur du papier de qualité artistique et disponibles en 3 formats en édition limitée à 100 exemplaires. C'est un cadeau idéal pour Noël qui arrive à grands pas. Si vous avez un papa, un frère ou un ami passionné, c'est un super moyen de lui faire plaisir et c'est aussi une manière de soutenir mon travail sur la chaîne. Rendez-vous dès maintenant sur le site appeldephare.fr pour découvrir les différents modèles en édition limitée à 100 exemplaires numérotés et faire un beau cadeau ou démarrer votre collection sans attendre. Merci d'avoir regardé cette vidéo, merci de préserver la flamme de la passion automobile. À la prochaine, ciao.